Docteur Arnaud Duluard, vétérinaire diplômé à Nantes, en France donc. Il a été 2 années en Guadeloupe parce qu'il aime bien le soleil. Il travaillait là-bas au service de la santé animale, puis il est revenu sur le continent et il est chef vétérinaire du Trot en France depuis 2002, président de la commission welfare de l'Union européenne du Trot et représentant pour le galop et le trot français en fait aujourd'hui, puisqu'il va parler des courses, principalement du trot, puisqu'il s'occupe de trot, mais quand même aussi un tout petit peu de 3 mots sur le galop. Je ne pense pas qu'il y a des choses qui sont comme chez qui sont comme chez nous, un tout petit peu, qui vont ensemble, quoi. Et puis il fait partie aussi du conseil consultatif sur les substances et pratiques prohibées au niveau de l'IFHA, qui est l'autorité supérieure au niveau des courses de pur sang. Voilà, Arnaud. Merci Gilles pour ton invitation. Bonjour à toutes et à tous. J'ai été invité par Gilles pour faire un panorama des mesures prises pour le bien-être animal dans les courses. Alors, je vais essayer de faire ce panorama en une demi-heure, mais la bonne surprise, c'est que finalement, en une demi-heure, on a assez peu de temps pour dire tout ce qu'on a fait pour le bien-être récemment, et donc ça, c'est plutôt un bon signe. Jusque dans les années 2010, la prise en compte du bien-être animal dans les courses, c'était un peu limité à la prise en compte de la santé du cheval et de sa préservation par une réglementation sanitaire stricte, notamment les vaccinations, et puis par un accueil de qualité et sécuritaire sur les hippodromes. Et puis évidemment, le point principal de la prise en compte du bien-être animal dans les courses, c'était la mise en place d'une politique de lutte antidopage dissuasive. Quelques chiffres, c'est les chiffres 2019, mais depuis le début des années 2000, on est à peu près sur ces chiffres-là dans les courses. Alors je ne vais pas développer le contrôle antidopage parce que Yoran en a déjà parlé beaucoup. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais juste quelques indicateurs. Les courses en France, c'est à peu près 30 000 prélèvements, trot et galop, au cours d'une année. Et c'est à peu près presque 100% des courses contrôlées. Alors on n'a pas les mêmes dilemmes que Yoran, on ne va pas choisir les épreuves sur lesquelles on va faire des prélèvements, on prélève tout. Le pourcent qui n'est pas contrôlé, c'est tout bêtement notre veto qui va sur l'hippodrome, qui a un accident ou qui est malade et qui ne peut pas se rendre sur un hippodrome. Le contrôle antidopage dans les courses en France, c'est des prélèvements de la naissance du cheval jusqu'à la fin de carrière, donc à l'élevage, lors des qualifications, à l'entraînement, en course, au repos, dans les périodes de repos entre 2 phases d'entraînement. Et puis dans le cadre aussi au trot, c'est ce qu'on a développé, on est le premier pays au monde à l'avoir fait, le suivi longitudinal, où on va prélever chaque mois les meilleurs trotteurs, ceux qui ont gagné le plus d'argent l'année précédente. Et on les suit comme ça chaque mois avec de nouvelles technologies qui font appel à la biologie moléculaire. Et puis depuis quelques années, pour être vraiment dissuasif et pour contrer un peu ces effets, on dit toujours c'est la course entre le gendarme et le voleur, on a instauré les analyses rétrospectives, c'est-à-dire que par exemple, cette année, en 2021, on va analyser des prélèvements qu'on a gardés en 2014, il y a 7 ans. Mais il y a 7 ans, on n'avait pas les mêmes capacités analytiques qu'aujourd'hui. Et donc, si en 2014, il y a des choses qu'on ne savait pas voir, aujourd'hui, peut-être qu'on sait les voir, et certainement, puisque les technologies ont évolué. Et donc, on repasse cette année tous les échantillons qu'on a gardés en 2014 avec les nouvelles technologies pour avoir un effet dissuasif. Et puis, donc ça, c'était avant les années 2010 en France. Dans un certain nombre de pays déjà, on avait un certain nombre de critiques du grand public sur comment était traité le cheval dans le monde des courses. Et nos professionnels ont pris conscience, parce que ça arrivait en France, que la vision qu'ils avaient de leur relation homme-animal, homme-cheval, elle n'était pas tout à fait la même que la vision d'une certaine partie du grand public. Et ils ont pris conscience qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. Et donc, pour le trot, il y a la commission du bien-être animal du trot qui a été créée en 2014. Alors, elle est constituée essentiellement de professionnels, et c'est ça sa force, justement, des éleveurs, des entraîneurs, des jockeys. On a évidemment des salariés du trot, du cheval français. Le président actuel, c'est Richard Cord, que certains d'entre vous doivent connaître, qui est un vétérinaire, et qui est aussi actuellement président de la Ligue de protection du cheval en France. France Gallo a entamé la même démarche avec un groupe de travail créé en 2015. Alors, je vais ici parler principalement de ce qu'on a fait au trot. Quelles étaient les missions de cette commission bien-être? Tout d'abord, c'était de faire un état des lieux.
Qu'est-ce qu'on fait avec nos chevaux au niveau national? Qu'est-ce qu'ils font dans les autres disciplines au niveau national? Et puis de voir un petit peu ce qui se passait dans les autres pays. Et puis à partir de cet état des lieux, on s'est dit, mais il faudrait apporter des améliorations rapides, si c'est possible, compte tenu des informations qu'on a collectées lors de l'état des lieux. Je les détaillerai un petit peu plus tard. Il y avait aussi une volonté de s'impliquer, de soutenir et d'initier des projets de recherche. Et ça, c'était pour obtenir des réponses scientifiques à des questions qu'on se posait. Est-ce que, par exemple, le déferrage peut constituer une atteinte au bien-être animal? Alors ça, Gilles m'a demandé de le développer un petit peu, je vais le développer dans ma présentation. On a fait des projets de recherche pour évaluer les effets du déferrage sur nos chevaux. Toutes ces études nous ont permis d'avoir des arguments objectifs pour étayer des modifications réglementaires. Et donc à partir de 2010 jusqu'à maintenant, on est en constante évolution sur ces aspects liés au bien-être animal. Et puis on a aussi certaines volontés d'appliquer concrètement la Charte nationale pour le bien-être, qui est une charte qui a été signée en 2016 et qui s'applique aujourd'hui, on le verra concrètement dans les courses au trot et au galop. Il y avait aussi une nécessité de mieux former et de sensibiliser nos professionnels, aussi de mieux communiquer, parce qu'en fait le monde des courses ne communiquait pas du tout sur ces aspects de bien-être animal et sur ce que les courses faisaient en faveur du bien-être animal. Et puis le dernier point, qui n'est pas le plus facile à prendre en considération, mais c'était de s'inquiéter de ce qui se passait après la fin de carrière de nos chevaux et de favoriser, d'encourager la reconversion de nos chevaux. Telles ont été les premières décisions qui ont été prises pour une meilleure prise en compte du bien-être animal, alors principalement au trot. Et je vais dire quelques mots sur le galop. Première décision, quelque chose d'assez symbolique, c'est la cravache, c'est l'usage de la cravache. Et on va voir que la réglementation sur la cravache a considérablement évolué et elle continue d'évoluer aujourd'hui encore. Tout d'abord, on a changé le modèle de cravache au trot monté, où on applique et on utilise désormais au trot la cravache d'obstacle qui est munie d'un... Alors, je ne sais pas si ça marche. Voilà, qui est munie d'une petite claquette en mousse ici, ce qui n'était pas le cas auparavant, et qui permet à cette cravache d'être bien moins douloureuse que celle qu'on utilisait il y a encore quelques années. Donc on a changé le modèle de cravache. On a introduit de nouvelles dispositions sur le geste en course. Désormais, un jockey au trot monté n'a plus le droit de monter la main au-dessus de la ligne de l'épaule. Il n'a plus le droit de donner un coup de cravache comme ça, il ne peut pas monter au-dessus de la ligne de l'épaule. Et puis au trot attelé, un driver doit garder, comme c'est sur la photo ici, là, il doit garder ses deux rênes, une rêne dans chaque main. Il n'a pas le droit de prendre ses deux rênes dans une main pour prendre sa cravache et taper. Il doit garder la cravache dans l'axe du cheval avec les deux rênes dans chaque main. Donc on a joué sur le geste, et puis bien malheureusement, il a fallu jouer sur les sanctions aussi. Et en 2016, on a doublé toutes les sanctions, doublé toutes les exclusions et les amendes qui étaient liées à un usage non réglementaire ou abusif de la cravache. Et puis, on a joué aussi sur le nombre de coups autorisés. Très récemment, on est passé en France à 7 coups dans les 500 derniers mètres et 3 coups maximum dans les 200 derniers mètres. C'est en fait la dernière ligne droite. Et sur ce point, on avait une réunion de l'UET, l'Union européenne du trot hier. Tous les pays sont désormais harmonisés. On a des pays qui vont au-delà de ces prescriptions. Alors ici, on a un bon exemple, c'est la Suisse. Puisqu'en Suisse, on n'a pas le droit à plus de 3 coups dans l'ensemble du parcours. Pas plus de 3 coups de cravache dans l'ensemble du parcours. Au galop, en France, 5 coups maximum pendant tout le parcours, avec des sanctions qui sont croissantes sur mes 6, 7, 8 coups, avec des sanctions qui sont énormément croissantes au fur et à mesure de l'aggravation des actes. Alors, excusez-moi. On sait ensuite, parmi les critiques que le grand public formulait, et spécifiquement pour le trot, c'était l'utilisation des équipements pendant les courses. Alors, le galop, c'était plus des questionnements sur les courses d'obstacles. Et nous, au trot, il y avait beaucoup de questionnements sur les équipements. Alors, on a entamé une démarche à l'Union européenne du trot. On a fait un état des lieux de tout ce qui était autorisé ou interdit dans tous nos pays trotteurs. Et puis, effectivement, au début, on avait des tableaux. Alors ça, c'est un extrait du tableau français. Là, on a les morts, mais on a toute une série d'équipements comme ça qui est listée. Et au début, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de pays où, en fait, il n'y avait rien de spécifiquement interdit. C'était le cas de la France, c'était le cas de l'Italie, par exemple. Et puis, en confrontant ces différentes situations, eh bien, ça a motivé certains pays, et notamment la France,
à se dire mais il faut qu'on fasse quelque chose avec certains équipements. Et on aboutit aujourd'hui à des choses comme ça, où on a interdit un certain nombre d'équipements qui étaient susceptibles de porter atteinte au bien-être animal, mais qui aussi, il ne faut pas se le cacher, avaient une portée en termes d'image qui n'était pas du tout bonne pour le grand public. Alors aujourd'hui, on a laissé, en France, ça c'est la réglementation française, on a laissé autoriser un certain nombre de choses, comme le lasso, qui est interdit en Suisse d'ailleurs. On a laissé autoriser encore, alors c'est un vilain mot, mais ça s'appelle des piquants de renne, que vous avez ici. Mais les seuls autorisés désormais sont des piquants de renne rivés métalliques. En fait, c'est des bouts de métal qui sont émoussés et qui ne provoquent en rien de blessure sur l'encolure du cheval. Et puis, on a listé, depuis 2007, toute une série de matériel et d'équipements qui sont interdits en course. Alors, vous voyez qu'en 2017, on avait déjà interdit les piquants de renne à pointe métallique. Et à cette époque-là, on avait laissé les piquants de renne plastiques autorisés. Et puis, on a eu quelques blessures. Alors, c'est très rare, mais ça arrive. Et quand on a étudié les blessures, on s'est rendu compte que finalement, ce qui blessait les chevaux, c'était les piquants de renne plastiques. Donc, en 2019, on a aussi interdit les piquants de renne plastiques. Et puis 2021, on a encore légiféré sur ce qu'on appelle au trot les petits licols. C'est des petits licols qu'on voit là sur le cheval du milieu, sur le cheval tout au fond là-bas. On a un petit licol qui passe assez haut comme ça, où certaines personnes utilisaient des licols avec un câble en métal, gainé de plastique, mais comme la section était très faible, c'est très dur pour le cheval, donc on a décidé d'interdire ce type d'équipement. Donc ça, c'est parmi les premières mesures qu'on a prises, la cravache, les équipements. Finalement, entre guillemets, c'était assez facile. Enfin, facile à faire, mais il fallait convaincre nos professionnels qui travaillaient avec ça depuis 150 ans qu'il ne fallait plus faire comme ça. Mais on a réussi. Et puis, la lutte antidopage, donc je vous ai présenté des valeurs numériques tout à l'heure, mais on a fait évoluer aussi cette lutte antidopage. Et il y a une démarche internationale aujourd'hui qui est une démarche un peu de sacralisation des jours précédant la course. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire de moins en moins de choses dans les jours qui précèdent la course. On a aussi introduit une nouvelle stratégie de prélèvement. Par exemple, on ne se contente plus de prélever des chevaux après les courses, on fait ce qu'on appelle des opérations partants. Dans les 48 heures avant généralement c'est des belles courses, on va prélever tous les partants avant la course, avant ce type de belle course. Et puis, on peut aussi, depuis cette année, il arrive qu'on prélève des chevaux à leur arrivée sur l'hippodrome, avant la course. Si ces chevaux-là sont également bien classés dans la course, ils peuvent être reprélevés dans la même journée, une deuxième fois à l'issue de la course. Et aussi, ce qui a beaucoup évolué, et notamment au sein de l'UET, depuis quelques années, ce sont les pratiques prohibées. Je vais vous donner quelques exemples. Ici, vous avez, effectivement, c'est pour illustrer un petit peu la sacralisation dans les jours qui précèdent la course. Vous voyez qu'en France, par exemple, vous avez la France, la Belgique, la Suède, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse. Alors vous voyez qu'on n'est pas tout à fait harmonisé, on essaye, c'est notre travail au quotidien, quasiment à l'UET, de se rapprocher de plus en plus. Mais en France, vous n'avez pas le droit d'administrer une substance prohibée après les engagements dans une course. Ça veut dire, en général, quand vous courez le dimanche, vous engagez le lundi, donc à partir du lundi, vous ne pouvez plus rien faire à votre cheval, excepté des vitamines, des choses comme ça. Le jour de la course, c'est alimentation naturelle et de l'eau, et c'est tout. Et ça, c'est harmonisé dans tous les pays. Le jour de la course, on a le droit de rien faire du tout. Autre exemple, par exemple, les anti-inflammatoires par voie intra-articulaire, ce qu'on appelle communément les infiltrations. Désormais, depuis cette année, on n'a pas le droit de faire une infiltration à un cheval dans les 14 jours qui précèdent une épreuve. Même si le corticoïde qu'on injecte va s'éliminer en 5 jours. C'est totalement interdit de faire une injection de corticoïde dans une articulation dans les 14 jours qui précèdent une course. Alors vous voyez que c'est variable. Dans les pays scandinaves, c'est 28 jours. On n'a pas le droit de faire une infiltration dans les 28 jours qui précèdent une course. Et on a tout un panel comme ça de substances spécifiques pour lesquelles il y a des règles. Et grosse discussion en ce moment, Yoran l'a mentionné un petit peu, c'est les antibiotiques, où il est fort probable qu'on introduise une période avant les épreuves pendant laquelle il sera interdit d'administrer des antibiotiques. Sur les pratiques prohibées, alors vous voyez qu'en France, sur la gestation, on est assez strict. Une jument qui a été saillie n'a pas le droit de courir. Elle n'a plus le droit de courir à partir du moment où elle a été saillie. La plupart des autres pays autorisent les juments gestantes à courir, mais seulement jusqu'à 120 jours de gestation, après c'est terminé. D'autres pratiques qui ont évolué récemment, c'est les ondes de choc.
interdite avant les courses, plusieurs jours avant les courses. En France, c'est 5 jours. Et puis une évolution majeure, parce que c'est assez symbolique, c'est les feux, ce qu'on appelle les feux chauds, feux par application d'un thermocouteur, qui est une vieille thérapie vétérinaire, entre guillemets. Et les feux, là, tous les pays de l'UET ont interdit totalement la pratique des feux sur les chevaux de course depuis cette année. Alors, mince. Excusez-moi. Voilà quelques exemples où on a vraiment progressé, je pense, sur les pratiques prohibées et pour encadrer tout ça, alors qu'avant, effectivement, il n'y avait pas de réglementation. Les courses se sont aussi impliquées dans des projets de recherche. Alors, le trot, puisque ça nous concerne particulièrement, s'est intéressé au déferrage. Et vous connaissez sans doute Jean-Marie Denoy, certains d'entre vous. On a travaillé avec Jean-Marie Denoy et le CIRAL en Normandie pour faire une étude sur l'incidence du déferrage sur l'usure du pied et le confort du cheval français, du trotteur français. Quels étaient les objectifs de cette étude? C'était de regarder quels étaient les effets du déferrage sur l'usure et la sensibilité du pied. On a regardé notamment le rapport entre la valure, c'est-à-dire la pousse de la corne, et l'usure liée au déferrage. On a regardé la sensibilité. Et puis surtout, on a essayé de déterminer, sur une durée donnée, les scénarios à recommander pour éviter toute atteinte à la santé du cheval et à l'intégrité du pied. Et essayer de définir un nombre de courses déferrées ou sans protection et la durée entre les déferrages. C'est le scénario idéal en somme. Et puis on a regardé également quels pouvaient être les impacts au niveau ostéo-articulaire, osseux, tendineux et articulaire. Alors pour bien comprendre cette étude, je propose quand même trois diapos sur le protocole pour bien comprendre comment on a travaillé et comment le CIRAL a travaillé sur ces chevaux. On a pris 6 chevaux, 6 trotteurs français. 4 chevaux ont été déférés 3 fois consécutivement à 15 jours d'intervalle. C'était notre lot test. On a fait 6 semaines de protocole. Et puis on a gardé 2 chevaux qui ont fait le même protocole pendant 6 semaines, mais qui, eux, sont restés ferrés pendant toute l'étude. Tous les chevaux ont été maintenus, entretenus en conditions ferrées. Ils ont commencé l'étude 4 à 6 semaines après le dernier parage et ils n'ont plus été du tout parés pendant les 6 semaines de l'étude. On a, vous le verrez tout à l'heure, je ne vais pas détailler, inséré des marqueurs ou fait des marques sur les sabots des chevaux avant le début de l'étude. Et le protocole, on a appliqué les 6 semaines, exactement le même protocole qui est le suivant. Donc à J0, on faisait un examen clinique déféré avec des prises de sang, un examen dynamique, aller-retour au trot à 12 km/h sur l'asphalte, tapis roulant grande vitesse, où on les maintenait quand même 1 minute à 20 km/h et 1 minute stabilisée à 30 km/h. Je ne sais pas si vous avez vu des chevaux trotter à 30 km/h sur un tapis, mais c'est assez impressionnant. On faisait des photos des 4 pieds, donc avant tout travail. Et puis ensuite, on allait explorer la sensibilité par un test de percussion de la paroi ou par une pince algométrique sur des pressions en 9 points sur la sole. Alors ensuite, quel était le travail qu'on faisait réaliser à nos chevaux toutes les semaines? C'était un hit de 2500 mètres à 25 km/h avec un départ dans les 500 derniers mètres. Tous les hits ont été réalisés ferrés. Tous les chevaux étaient ferrés. Ensuite, on avait 10 minutes de récupération au box, un parcours de 2800 mètres, premier tour sur le pied d'une 40, une 30, deuxième tour sur le pied d'une 30, une 25, et puis accélération maximale sur la dernière ligne droite. Tout ça s'est fait sur l'hippodrome de Cabourg, qui est une piste en sable de moins, donc assez classique en France. On a beaucoup d'hippodromes, mais ce type de piste en dur, comme on dit, est assez classique. Et puis on avait une récupération active de 1300 mètres. Et donc, pour le lot test, les chevaux ont été déférés les semaines 2, 4 et 6. Le lot témoin est resté ferré tout le temps. Et le lot test a fait ce même travail les semaines 1, 3 et 5. Qu'est-ce qui se passait après le travail? On enlevait les fers, on nettoyait les sols, on prenait des photos des sols, prise de sang. Et puis on allait très vite au CIRAL pour faire un examen scintigraphique des chevaux. À J+1, on faisait un examen clinique déféré comme on le faisait à J0, examen radiographique, examen échographique, et puis un examen à J+2 en IRM des membres antérieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a observé? Les premiers résultats sur l'usure du pied. Ça, c'est des observations un peu subjectives. C'est ce qu'on a vu sur les pieds, ce que l'équipe du CIRAL a observé sur les pieds. C'est que les défauts d'aplomb et même d'allure réapparaissent et s'accentuent au cours des déferrages. C'est-à-dire qu'en fait, un cheval qui pouvait avoir un petit défaut d'aplomb ou d'allure, au premier déferrage, souvent il s'améliorait. Mais au fur et à mesure des déferrages,
le défaut réapparaissait et s'accentuait. On a observé que la sole s'usait plus que la paroi et que ça faisait ressortir les barres, d'où l'intérêt de préserver les barres quand on défère un cheval. La sole devient dépressible avec les doigts, c'est-à-dire que vous pouviez enfoncer vos doigts dans la sole dès le premier déferrage, avec un amincissement de la sole. La sole s'use également sur les chevaux qui sont restés ferrés, mais dans un moindre degré, et surtout sur les postérieurs et latéralement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, même nos chevaux déferrés, même nos chevaux ferrés, ils avaient une sole qui s'amincissait. La sole redevenait écailleuse en 2-3 jours après le travail test. Et puis, on a toujours observé, tous les signes ont été toujours plus marqués sur les postérieurs que sur les antérieurs. Alors, c'est du mouvement du trot de notre trotteur à grande vitesse, puisque les antérieurs, ils ont plutôt la tendance à les poser comme ça, et les postérieurs, ils les posent plutôt comme ça sur la piste. Donc, évidemment, on comprend que ça use beaucoup plus les postérieurs. Alors, juste pour donner quelques illustrations, vous avez ici, en haut à gauche, la marque qu'on a fait en début de protocole sur la paroi du sabot, et puis S6J+1, c'est en fin de protocole sur le même cheval, où on voit la marque quasiment arriver au sol. C'est pour illustrer l'usure des pieds pendant les 6 semaines du protocole. Vous avez la marque des clous aussi de ferrage, qui est assez haute à gauche, sur l'image en bas à gauche, et puis qui atteint effectivement également le sol en fin de protocole. Ce qu'on voit sur la sole, c'est qu'avant les épreuves déferrées, on a une sole écailleuse et dure en haut à droite, et puis qu'après les déferrages, on a une sole qui est molle, qui n'est plus écailleuse, et on voit beaucoup ressortir les barres qui sont de chaque côté de la fourchette, on les voit ressortir assez nettement. Sur l'usure, toujours, alors l'usure de la paroi et de la sole sont supérieures sur le postérieur, comme je vous disais, toujours, avec une grande variabilité inter- et intra-individuelle. C'est-à-dire qu'entre les chevaux, on peut observer des variations importantes d'usure, mais aussi la météo, l'état de la piste va influencer beaucoup l'usure des sabots. En moyenne, un déferrage sur la piste de Cabourg, ça a entraîné une usure de 2,6 mm sur les antérieurs, avec des valeurs max observées à 5,9 et 4,2 sur les postérieurs, avec des valeurs max à 8,6 mm. Presque 1 cm sur les postérieurs, sur un parcours de 2800 mètres à Cabourg. Et ici, vous avez la façon dont on a objectivé tout ça. C'est 2 clichés radiographiques qui ont été pris au début du protocole et en fin de protocole, le jaune. Et vous avez CP, c'est la croissance en pince. C'est la croissance de la pince pendant les 6 semaines de protocole. RP, c'est la réduction ou l'usure en pince induite par les déferrages. Et puis AS, c'est l'amincissement de la sole, qui est assez difficile à objectiver sur les radios, mais qu'on a objectivé assez facilement sur les IRM. Ce qu'il faut noter ici, c'est qu'on observe un amincissement de la sole aussi sur le lot témoin, c'est-à-dire sur les chevaux qui sont restés ferrés, mais que c'est sans aucune mesure, entre guillemets, c'est beaucoup plus important sur le lot qui a été déferré. Et on voit ici les flèches jaunes avec un amincissement assez spectaculaire de la sole. Alors, au-delà de l'usure, on est allé voir si nos chevaux devenaient sensibles après un déferrage. Vous avez ici les 6 semaines de protocole. Première colonne grise, c'est ferré. Deuxième rose, c'est déferré, ferré, déferré, chaque semaine comme ça. Les petits points noirs en bas, c'est les scores de sensibilité de notre lot qui est resté ferré, nos 2 chevaux qui sont restés ferrés. Vous voyez que c'est très stable en termes de sensibilité. En revanche, les points rouges, c'est notre lot témoin, notre lot test. Et là, ce qu'on voit, c'est que globalement, on a une augmentation de la sensibilité qui dure dans le temps. C'est-à-dire que plus on va déferrer, plus la sensibilité, les scores de sensibilité vont augmenter au cours des 6 semaines. Et là aussi, ce qu'on observe, c'est qu'on a une plus grande sensibilité sur les postérieurs que sur les antérieurs. Ça, c'était le test de sensibilité de la sole avec la pince algométrique. Et on a fait également le test à la percussion, qui donne sensiblement les mêmes résultats, où on observe le lot rouge, qui est notre lot test, des plus grandes sensibilités, bien évidemment que sur le lot témoin, avec toujours, là aussi, une sensibilité supérieure sur les postérieurs que sur les antérieurs. Un bon moyen aussi de mettre en évidence une apparition de sensibilité, c'est de mesurer la longueur de la foulée des chevaux. Alors là, effectivement, on a passé nos chevaux sur le tapis roulant. Ça, c'est une photo qui a été prise au Siral, c'est le tapis roulant grande vitesse du Siral. Et on a mesuré la foulée à 30 km/h.
Alors, ce qu'on a observé, c'est que les 6 chevaux, c'est-à-dire nos 4 déferrés et nos 2 qui sont restés ferrés, ils ont tous raccourci leur foulée. Alors, c'était dû aussi à la baisse d'intensité de l'entraînement parce qu'on les... Pardon. Parce qu'on les monopolisait beaucoup pour les examens. Donc, ils ont baissé un petit peu leur intensité d'entraînement, donc ils ont réduit un peu leur longueur de foulée. Mais ce qu'on a observé en général, c'est que bien évidemment, le raccourcissement de la foulée était supérieur sur le lot déferré par rapport au lot ferré. À la fin de l'étude, on avait un raccourcissement de la foulée de 11 cm en moyenne sur nos chevaux déferrés et de 4 cm sur nos chevaux ferrés. Dès le premier déferrage, on observe un raccourcissement de la foulée. Sur le lot déferré, on a observé un raccourcissement de 4 cm de la foulée sur le premier déferrage qui signe l'apparition d'une sensibilité. C'est intéressant, puisque l'équipe du Sierra l'a calculé, ce que ça représentait sur un parcours de 2800 mètres. Ça représente 4 cm de moins par foulée, ça représente 25 mètres de moins sur un parcours de 2800 mètres. Donc ça, c'est très intéressant aussi, parce que même si ça signe la sensibilité, c'est un vrai facteur de contre-performance. C'est ce que je vous ai mis ici. C'est un rappel naturel à la raison pour les entraîneurs. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il défère trop fréquemment, eh bien, au bout du compte, le cheval va être moins performant. Rapidement, sur... combien de temps il me reste, Gilles? J'ai commencé en retard. Je vais déborder un petit peu. Donc je vais essayer d'aller vite, mais pas trop. Sur le confort général, si on va vite, aucun effet sur les valeurs d'adrénaline, de lactate et la fréquence cardiaque, puisqu'on avait des ECG embarqués. Aucun effet. En revanche, sur le cortisol, on a observé des augmentations avec juste une valeur significative quand on a comparé les valeurs de cortisol entre la semaine 1 et la semaine 2. Toutes les autres valeurs n'étaient pas significatives. Donc, effet limité sur le confort du cheval, mais pas nul non plus, puisqu'on avait quand même des valeurs de cortisol qui montaient un petit peu. Alors, je vais passer vite. On a ici la scintigraphie. Vous voyez à droite un cheval avec sa phalange distale qui lumine un petit peu plus et donc qui peut être signe d'un remaniement osseux et d'inflammation après le premier déferrage, puisqu'on est en semaine 2 versus semaine 1. Ce qu'on voit en revanche, c'est qu'au niveau des boulets, on n'a pas, là c'est même l'inverse d'ailleurs, on n'a pas d'inflammation générée par le déferrage. On a vraiment, ce qu'on observe, c'est sur la phalange distale. La même chose à l'IRM, ce qu'on observe, c'est un discret œdème, c'est ce qui pointe au bout de la flèche blanche là-bas. Vous voyez une zone en diagonale comme ça, qui est un petit peu plus claire, qui signe un discret œdème sur la face pariétale dorsale de la phalange distale. Ce qu'on a observé en revanche qui était plus rassurant, c'est qu'il n'y avait aucune modification significative sur les os à l'examen radiographique et pas d'inflammation synoviale ou de la bourse podotrochléaire à l'échographie. Les conclusions de cette étude, c'est que l'usure en pince induite par un déferrage, en moyenne, est égale à la croissance de la corne pendant 2 semaines sur les antérieurs et 3 semaines sur les postérieurs. Et elle peut atteindre des valeurs maximales correspondant à 4 semaines sur les antérieurs et 5 semaines sur les postérieurs. Donc, pour mieux protéger la majorité des chevaux, y compris ceux qui ont montré les valeurs maximales, les plus exposés, il semblerait donc raisonnable de proposer un espace minimal d'1 mois entre 2 courses déférées. Et ça permettrait au pied de repousser l'inflammation induite de se résorber. Attention, toutefois, on est sur un échantillon de 6 chevaux, avec une grande variabilité inter et intra-individuelle, donc c'est des résultats à prendre avec précaution. Mais on peut quand même conclure que si la pratique du déferrage n'est pas raisonnée et raisonnable, elle peut être une atteinte au bien-être animal. Donc ce qu'on a voulu, une fois qu'on a eu ces résultats, on a voulu vérifier que nos professionnels ils avaient une pratique raisonnée et raisonnable. Donc on a fait une étude sur tous les partants, enfin tous les chevaux qui avaient participé à au moins une course en France, entre les années 2015 et 2019, environ 12 000 partants. Hein. On a exclu les 2 ans et les 3 ans, puisque déjà on avait pris la décision que ces chevaux jeunes ne pouvaient pas courir déferrés, donc les 2 ans et 3 ans en France courent forcément ferrés. Juste un petit nota bene, les courses de 2 ans, puisque ça fait partie du sujet global, mais je n'ai pas le temps de le développer, mais les courses de 2 ans en France, il y en a 168 qui leur sont proposées par an sur les 11 000 courses qu'on organise. Donc, on entend beaucoup de questions sur est-ce qu'on démarre les chevaux trop jeunes, etc. Voir que dès aujourd'hui, le programme des courses, il est adapté puisqu'on leur propose assez peu d'opportunités, finalement, pour courir à 2 ans. Donc, rapidement, la notion de déféré ici, on a pris tous les déferrages, déférés des 4 pieds, des postérieurs et des antérieurs. Ce qu'on observe, c'est que la majorité des chevaux
sont peu déférés dans une année. Vous avez ici, alors pour chaque année, une couleur, le jaune est en 2019. Vous avez tout à droite la colonne qui représente les chevaux qui n'ont jamais été déférés dans l'année. Juste à gauche, les chevaux qui ont été déférés entre 1 et 6 fois, et etc. Donc en fait, si on prend tout le groupe qui a été déféré moins de 12 fois, on a la très grande majorité des chevaux, ce qui est plutôt rassurant. Ça veut dire que nos professionnels défèrent moins d'1 fois par mois, globalement, moins de 12 fois par an, leurs chevaux pour participer aux courses en France. On a quelques exceptions, hein, vous avez vu, alors, elles sont toutes petites ces barres à gauche, mais c'est des chevaux qui ont été déférés plus de 24 fois dans l'année. Alors ces chevaux-là, très rapidement, on les a suivis, c'est-à-dire qu'on est allé les voir à l'entraînement, voir leurs pieds s'il n'y avait pas de problème. Et curieusement, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire qu'on a des chevaux qui ont des très bons pieds ou qui sont entretenus très bien, qui courent aussi sur l'herbe. Alors quand on court déféré sur l'herbe, c'est beaucoup moins traumatisant pour le sabot. Je passe donc vite sur les chiffres parce que je ne vais pas trop déborder. Ici, ce qu'on voit néanmoins, c'est le pourcentage de courses courues ferrées par rapport aux courses courues tout court par un cheval. Et ce qu'on observe rapidement, c'est que depuis 2019, malgré tout, même si on n'a pas un nombre de courses déférées par cheval qui augmente sensiblement, en revanche, le pourcentage de courses déférées, lui, va augmenter. Et de façon assez sensible. Si vous regardez ici des chevaux qui sont déférés à 100%, c'est-à-dire qu'ils courent toutes leurs courses déférées, en 2015, on en avait 960, aujourd'hui, on en a 2 fois plus, 1800. Donc il semblerait que nos entraîneurs courent moins ferrés et moins souvent, mais quand ils vont courir, ils courent déférés. En fait, le déferrage leur confère un tel avantage que pour rationaliser les coûts, ils ne vont pas faire un déplacement de 300 km ou 400 km à Vincennes avec un cheval ferré en étant 6e, 7e au mieux. Ils préfèrent ne pas courir et courir 2 semaines après, déférés, et là ils ont plus de chances de performer. C'est nos déductions, mais il semblerait que ça soit dans cette direction-là que les habitudes aillent. Alors, je vais passer très vite, excusez-moi, parce que j'ai la pression de Gilles derrière. Il y a aussi eu d'autres études qui ont été faites par participation de France Gallo et Lotro, notamment sur les pistes, des études très intéressantes. Alors c'est la famille Denoy, hein, c'est Nathalie Crevier-Denoy qui a développé ce qu'on appelle un fer dynamométrique, qui mesure les forces exercées sur le pied du cheval en fonction du sol. Et vous voyez ici alors, les courbes bleues et rouges, et plus la pente est élevée, là on a une pente assez raisonnable je crois, plus la pente est élevée, plus la force va s'exercer rapidement sur le cheval, et plus on aura d'incidence éventuelle sur les pathologies ostéo-articulaires. Alors, toutes ces études-là sont très intéressantes parce que ça a appris aussi à nos équipes à mieux entretenir les pistes, à mieux composer les pistes, les architectes qui font des pistes, pour que ça soit moins traumatisant pour nos chevaux. Quelques mots, puisqu'on a un projet en cours qui va démarrer en 2022 et qui reprend un certain nombre d'éléments qu'on a vus ce matin. C'est, je crois, la première thèse c'est une thèse en 3 ans avec un doctorant, une équipe de l'INRA, qui va évaluer le comportement et le bien-être du cheval dans les courses. Donc on va prendre des écuries au galop, plat, obstacle, et puis des écuries au trot. Et là, on va faire une évaluation du comportement et du bien-être du cheval avec l'équipe de l'INRA, avec des critères qu'on a vus ce matin d'évaluation. Alors c'est très cheval centré, on regarde beaucoup le cheval, on va regarder un peu son environnement, mais surtout, on va regarder le cheval dans son environnement, au travail et aussi en course. Et on va aussi faire quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, madame, ce matin, c'est qu'on va mettre des caméras dans les box la nuit et dans les paddocks pour voir comment nos chevaux de course dorment et quelle est la qualité de leur sommeil. Et puis, on va aussi faire un suivi physiologique des chevaux à l'exercice pour voir quelle est la charge de travail et la quantifier avec des tests d'effort mesurés à l'entraînement, relation fréquence cardiaque, vitesse et lactatémie. Donc, c'est un beau projet. Après, on va avoir des résultats. Et puis, le but du jeu, c'est, si on n'a pas des résultats complètement satisfaisants, ce qui est possible, comme dans tous les milieux, c'est de proposer des pistes d'optimisation et de tester ces pistes d'optimisation avec nos entraîneurs. Quelques mots sur la charte bien-être. La charte bien-être, signée en 2016, c'est un engagement de l'ensemble des membres de la filière cheval en France. France Gallo, le Trot, la Fédération française d'équitation, les vétérinaires, la VAF, etc. Sur 8 mesures qu'il faut respecter pour assurer le bien-être. Ces 8 mesures, elles découlent de ce que vous avez vu ce matin, les 5 libertés et les critères de welfare quality. En fait, nous, en France,
On n'a pas voulu garder 5 ou 12, on a fait 8. Parce que en France, on aime bien changer les choses, mais en fait, c'est une synthèse de tous les critères établis scientifiquement depuis maintenant de nombreuses années. Suite à cet engagement, il y a eu la rédaction du guide des bonnes pratiques pour l'application de ces engagements. C'est un gros document aujourd'hui qui a été validé, c'est la bonne nouvelle, par le ministère de l'Agriculture le 9 juillet 2021, donc c'est tout récent, et qui aujourd'hui constitue le guide de référence pour le bien-être animal en France. C'est avant tout une démarche d'auto-évaluation. Les professionnels peuvent consulter ce guide et s'auto-évaluer. Est-ce que je fais bien mon travail? Ce n'est pas pour les pointer du doigt, mais c'est pour les faire progresser. Dans les courses, on a estimé qu'il fallait qu'on applique ça beaucoup plus pratiquement et concrètement. Et donc, on a utilisé tous les contrôles qu'on faisait antidopage, en fait, au départ, à l'entraînement, au quotidien, pour faire remplir à nos vétérinaires préleveurs une grille avec un ensemble de critères. Alors, on regarde, bien sûr, le cheval, on en a parlé beaucoup ce matin, des critères de bien-être. Est-ce qu'on a des ébrouements? Est-ce qu'on voit des chevaux couchés le matin à l'écurie dans leur box? Est-ce qu'on a du toilettage mutuel? Aussi des critères négatifs. Est-ce qu'on a des stéréotypies, voire même des mimiques de douleur? On va regarder l'environnement, la ration, la note d'état corporel, tout ça. Voilà. En gros, on demande à nos vétérinaires, puisque vous allez faire des prélèvements chez un entraîneur, eh bien, regardez aussi les chevaux autour de vous et évaluer leur comportement et s'ils vont bien ou pas. Et donc, ça nous amène à faire une synthèse. Et pour être vraiment transparent auprès du public, cette synthèse, elle est mise en ligne sur le site internet de France Gallo et puis le trot également. Donc, on fait apparaître comme ça un certain nombre de paramètres, ce qui est un très bon indicateur pour nous, pour les courses au trot. C'est ce que vous avez à droite, c'est le budget temps moyen, box extérieur. Et on voit que nos chevaux, en moyenne, c'est une moyenne sur tous les établissements visités dans une année, ça représente environ 120 établissements. Ils passent 55% de leur temps à l'extérieur, les trotteurs. Donc ça, c'est un indicateur qui nous a beaucoup rassurés. Fin de carrière, reconversion. Alors, là aussi, j'essaie de faire très très vite. France Gallo a un partenariat en France avec, au-delà des pistes, et la Ligue française de protection du cheval pour assurer la suite après la fin de carrière. Et puis, nous allons signer au trot très prochainement, puisque c'est le 26 septembre prochain, dans 15 jours, des conventions de partenariat avec 4 associations qui sont existantes, mais qu'on va soutenir pour favoriser la reconversion de nos chevaux, puisqu'ils quittent les courses parfois très jeunes, 2-3 ans, au maximum à 10 ans. Ils ont le droit de courir jusqu'au mois de mars de leurs 11 ans, mais ce sont encore des jeunes chevaux à 11 ans. Et ils sont capables de faire bien d'autres choses que des courses au trot. Et toute la démarche aujourd'hui va être justement de promouvoir cette polyvalence du trotteur. Quelques mots, depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a une vraie implication de la filière course en France, fédération, France Gallo, le trot, le PMU, sur un plan d'action bien-être. Alors, ce n'est pas seulement de la communication, mais c'est aussi des actions concrètes sur les hippodromes, etc., pour améliorer notamment la qualité des obstacles, leur dangerosité, supprimer la dangerosité de certains obstacles au galop, les aménager pour les rendre moins traumatisants quand il y a un incident. Mais c'est aussi un plan en communication avec le hashtag Race and Care, avec la publication de posts, de vidéos, de newsletters, de fiches d'information sur ce qu'on fait sur les hippodromes, la vie au quotidien du cheval. Et puis la promotion aussi du label EQRS, qui est un label français, avec 2 paramètres, le respect de l'environnement et le respect du bien-être animal. Aujourd'hui, on a 9 hippodromes en France qui sont labellisés EQRS, et il y en a 7 en cours de labellisation. J'espère que les traductrices sont en forme, parce qu'à la fin... Merci à vous. Voilà, il faut que je branche l'argent. Est-ce qu'il y a des questions? Que ce soit... Oh, il m'a déjà allumé l'autre. Hop là. Peut-être parce que je suis trop près de toi. Oui, mais parce que t'es trop près de moi, tu crois? Je sais pas. Non, mais moi, il me semble que je m'entends. Oui. Vous avez des questions concernant... Oui, Stéphane. Attends, alors je viens avec le... Johan? C'est pour Yoran? Non. Moi, justement, il est déjà allumé. Maintenant, il l'a allumé. Voilà. Si tu peux aller là-bas, parce que moi, je peux pas. Si. Oui. This is a question in English for Garan. Garan, what about the out-of-competition testing in the FEI disciplines? Because I'm convinced it could be a very good education method in order to reduce the
medication or the bad withdrawal time of the medication substances? Thank you. Thank you, Stefan, for asking my absolute favorite question. I really appreciate that, because this is something I believe is hugely important. What has been a challenge for us to introduce it is the jurisdiction, because you need to clarify the jurisdiction and extend it, not possibly as far as in racing where you have 24/7 jurisdiction. Ours is now limited to a full jurisdiction, like 1 hour before the first horse inspection, then half an hour after the results are presented. But I believe we can do it now. There is a willingness to proceed with this within the FEI. For endurance particularly, it's absolutely necessary. If we don't do this, we will continue losing against those cheaters and horses will suffer. We know that anabolic steroids are used in training. We find them now and then. And also starting to analyze hair would extend the window where we actually can take those that abuse anabolic steroids on their horses. The FEI Horse app that we launched during the EHV outbreak gives us an opportunity to actually have full whereabout information on horses, which has also been another challenge. We can now do that and start testing pools in accordance with the VADA model that they have for the human athletes. With that kind of model, we can do it. And I personally will work very hard to have this in place well in time before Paris 2024. I hope that answers your question. And thank you again for asking it. Moi, j'ai une question pour Johan. I have a question for you, Johan, also, about the hyposensitivity program control. Will you, in fact, it's two little questions. Will you apply the control in other disciplines than endurance? And what is the sanction and the penalties when you have a positive test? Okay, let's start with the first question. So this, the current system is only for endurance horses. We also checked how it worked on horses with other than Arabian or Anglo-Arabian horses. We checked on cob-type horses, and they have very different thresholds. There's very different thresholds? Very different thresholds. Okay. They react a lot later than the thin-skinned horses. So you would need a complete set of new studies in order to do that. So we see the more major risk within jumping, endurance, eventing, driving, etc., is lower surgical neurectomy. And we have budgeted and made the draw up the plans for a study that will actually hopefully be able to detect mainly frontal limb, lower neurectomy. And that project has been delayed due to COVID. It was a co-work between British and American researchers. And we also need to have our prods, our equipment further developed by Topcat Metrology that produces these, and they have been given that mission. So it's underway, but I don't see anything being ready before earliest 2024 on that part. Okay. Thank you. And about the sanction? So the sanction, first of all, the most important thing is to prevent horses from starting or continuing a race that have a lower sensitivity. And therefore, firstly, we eliminate them, we stop them at that moment. If we can find evidence, they are always tested with urine and blood. They're always tested if they are positive. And if there's evidence through that or through intelligence that we have photos of them injecting, videos, things like that, we will open a case
for animal abuse against them, and possibly also EADCM violation, a doping violation. But it will depend on the level of evidence. Okay. There may be natural causes for a horse to have a lower sensitivity, so we just can't just go straight ahead and sanction anyone for abuse. Mm-hmm. If we don't have evidence for that abuse happening, then the system would be at risk for legal purposes. Yes, it's why I asked you a question. I see. Okay, thank you.